Chers collègues, cette session est dédiée à la pratique. Nous avons parlé des indications théoriques, de la gestion des effets secondaires. Maintenant, comment faire en pratique pour réaliser ces installations? Et il est de bon ton de revisiter tout le protocole. C'est la raison pour laquelle Emmanuel et Yann vont nous montrer étape par étape les choses à réaliser dans de bonnes conditions. Et évidemment, vous l'aurez vu, nous sommes avec un mannequin, nous ne sommes pas dans les conditions réelles, mais nous tentons de nous en rapprocher pour se poser les petites questions qu'on se pose au quotidien quand on est tout seul confronté à ça. Et aujourd'hui, on est tous ensemble pour le faire. Donc Yann, nous t'écoutons. On va procéder avec Emmanuel à une installation. Nous t'écoutons. Exactement. Et donc, se posent les questions que se posent en pratique, les 3 temps de toute intervention chirurgicale, car c'est un geste chirurgical comme un autre, avec le pré, le pendant et l'après. Et donc, les questions que nous allons aborder ensemble avec Emmanuel, que vérifier au moment de la préparation de l'instillation, comment bien faire l'instillation et puis quelles consignes donner au patient lorsqu'il repart après que tu aies fait l'instillation. On va commencer par la préparation qui soulève plusieurs questions. D'une part, est-ce que tu as le droit de faire cette installation? Est-ce que c'est une tâche qu'on peut vraiment te déléguer? Est-ce que l'urologue doit être présent dans la pièce ou pas? Est-ce qu'il y a dû, pour toi, est-ce que tu as dû recevoir une formation particulière pour pouvoir faire ces installations? Et à quoi tu as dû être formé. Et puis, au niveau des risques professionnels, quelle protection? On voit que tu t'es paru de tes plus beaux atours. Est-ce qu'il y a besoin de porter des protections particulières pour pouvoir faire ces installations? Oui, donc effectivement, l'instillation est une tâche déléguée par le chirurgien à l'infirmière. Donc, il n'a pas besoin d'être présent sur place pour que l'infirmière puisse réaliser l'instillation en elle-même. Ensuite, pour la formation de l'infirmière, il faut qu'elle ait reçu les indications et les effets secondaires du BCG, qu'elle connaisse l'anatomie du bas appareil urinaire, et ensuite qu'elle connaisse la technique du sondage vésical intermittent. D'accord. Et pour les risques professionnels, est-ce que si par exemple tu penses être enceinte, est-ce que tu dois le signaler à ta chef d'équipe? A priori, il n'y a pas de danger particulier, il n'y a pas de une civilité particulière du BCG, il ne s'agit pas de la chimiothérapie. Je pense que c'est quelque chose d'important à bien souligner, effectivement. C'est différent de la chimiothérapie. Alors maintenant, le patient est bien arrivé, il est sur la table. Quelles contre-indications recherches-tu à l'interrogatoire avant de pratiquer l'instillation pour être sûr que tu peux la réaliser sans danger? Donc, je demande au patient s'il a une hématurie macroscopique constatée, si c'est pas sa première installation, si le sondage précédent n'a pas été traumatique. Ensuite, si lui, il a des symptômes d'infection urinaire et de la fièvre. Et ensuite, comment il a pu tolérer, si c'est pas la première installation, les précédentes installations dans les jours qui ont suivi. D'accord, donc là, la recherche systématique de la tolérance de l'installation précédente. Tout à fait. C'est très important. Soit il y a la première installation, effectivement, on va expliquer les choses, soit parfois, souvent, les patients ont un carnet, ce qui permet d'aider l'infirmière à se repérer dans la chronologie des installations, parce que si c'est des installations qui se suivent successives hebdomadaires, on va dire le patient a bien en tête les choses, mais parfois on reprend un traitement qui a été interrompu quelques mois, et donc les questions vont sembler plus pertinentes encore quand ce sont des installations successives, parce que les effets de l'installation précédente peuvent être mis davantage en exergue. Le point suivant. Le point suivant, le vif du sujet, l'instillation. Donc, comment prépare-t-on le BCG? Est-ce qu'il faut un espace dédié, une hotte? Est-ce qu'il y a des principes particuliers d'asepsie à respecter? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on prépare le produit d'instillation, combien de temps on peut le conserver? Et puis, on verra ensemble comment exactement on réalise le geste. Comment on prépare le BCG? Explique-nous. Donc le BCG doit être préparé, le produit à instiller doit être préparé dans un endroit dédié, à l'écart vraiment de la préparation de la chimiothérapie. Ensuite, pour préparer le produit en lui-même, on casse le vide, je mets le liquide dans le flacon, je secoue pour bien dissoudre la poudre de BCG. Là, ensuite, ça reconstitue exactement le produit. Ensuite, je laisse redescendre dans la poche et c'est de ça dont je vais me servir pour réaliser l'instillation jusque dans la vessie. Okay. Donc la reconstitution très précisément prend à peu près combien de temps? Parce que là, on n'est pas dans les conditions réelles. Ça te prend quelques minutes, ou moins de 5 minutes. Oui, donc c'est quand même relativement simple à préparer. En pratique quotidienne. Ça ne demande pas une grosse préparation d'amont. Non. Et une fois reconstitué, le produit doit être immédiatement instillé. Ça, c'est un point très important. Ne réfrigérez pas vos produits, ne les stockez pas
et ne les faites pas préparer en avance dans le but de faire les installations l'après-midi si vous êtes le matin. Ok, très bien. Très bien. Et donc maintenant, je fais la potence. Tu vas donc sonder le patient. Quelle sonde conseilles-tu d'utiliser pour faire l'instillation? Quel type de sonde utilises-tu? Alors il faut utiliser une sonde hydrophile de la plus petite charrière possible pour éviter de faire un sondage traumatique et de léser l'urètre du patient. Ok. On va utiliser le matériel. Donc là, on voit que c'est un système Luerloc. Est-ce que tu peux nous expliquer les avantages de ce système par rapport aux cônes qu'on peut voir habituellement aussi sur les adaptations de sondes aux poches? Là, c'est un système de pas de vis, ce qui fait que ça forme un système clos. Il y a une très bonne congruence entre les éléments et donc on évite les fuites. Exactement, les fuites et les projections. C'est satisfaisant, oui. Alors, sachant que pendant qu'Emmanuelle procède, elle porte évidemment une bavette le jour où elle fait l'instillation, qu'on n'a pas mis là, parce qu'on profite de son discours. Et dans les conditions réelles, on rajoutera la bavette pour la réalisation. Donc, je t'en prie, le sondage, que tous les urologues connaissent bien. Voilà. Donc, j'introduis la sonde dans l'urètre du patient, tout doucement, pour éviter de léser l'urètre. Je demande au patient si tout va bien, s'il ne ressent pas de douleur particulière. Et juste un point, Emmanuel, est-ce que tu as fait une installation d'un gel anesthésiant avant ou ces sondes hydrophiles suffisent à elles-mêmes? Non, je n'ai pas fait de gel avant, les sondes hydrophiles suffisent. C'est important pour la diffusion du BCG derrière, donc sur des points comme ça techniques. Ok, merci. Donc là, disons qu'on est à la garde, parce qu'on est avec ce mannequin. Voilà. Et donc ensuite Donc ensuite, je suis arrivée dans la vessie. Est-ce que je peux appuyer sur la poche pour accélérer le passage du produit Non, il faut laisser le produit passer jusque dans la vessie. Gravitation. Par gravitation. D'accord. Voilà. Exactement. Ok. Donc on attend, théoriquement. Et une fois que le produit s'est écoulé dans la vessie, le retrait de la sonde. Tout doucement, de la même façon, pour éviter de léser l'urètre. Parfait. Et voilà. Okay. Et le matériel est mis dans des poubelles noires, jaunes. Est-ce que c'est une précaution particulière pour le matériel utilisé? Je le jette dans les poubelles jaunes. Très bien, je le fais à l'instant. Voilà, donc les suites immédiates. Les suites immédiates, combien de temps est-ce que monsieur va devoir rester dans cette position? Est-ce qu'il peut se relever? Est-ce qu'il doit observer des changements réguliers de sa position pour imprégner, comme on l'a longtemps pensé, toutes les surfaces de la vessie? Et puis, comment devra-t-il uriner une fois qu'il aura ton autorisation? Donc le patient doit conserver le produit 1 à 2 heures dans la vessie, donc il ne doit pas du tout aller uriner entre 1 heure et 2 heures. Après, pour ce qui est des recommandations de tourner, c'est pas une recommandation spécifique. Les études n'ont pas. Oui, c'est un point. Alors ça, Emmanuel, je t'interromps parce que c'est un point que les urologues les plus anciens nous recommandaient. Il n'y a pas de gros rationnel scientifique derrière ça. Parce qu'il n'y a aucun argument pour penser que le temps de contact avec la paroi de la vessie soit supérieur. Simplement, on peut dire que ça occupe les malades et parfois ça peut leur donner dans le temps qui est imparti. Parce que le paradoxe, c'est que quand on leur dit de ne pas uriner pendant 2 heures, c'est justement le moment où ils ont le plus envie de le faire, quand on vous dit de ne pas faire quelque chose. Donc voilà, parfois ça les occupe, donc on les retourne. Mais est-ce qu'ils peuvent s'asseoir? Est-ce qu'ils peuvent lire pendant oui, tout à fait. Très bien. Oui. Donc, parce qu'on a souvent la notion que les gens doivent rester allongés. Donc le patient peut venir avec son livre, son journal, son Kindle, et il peut lire un peu. D'accord, donc ça c'est bien et ça fait passer le temps. Et ensuite, pour uriner, des précautions particulières? Oui, il est recommandé qu'au bout des 2 heures, le patient urine assis. Un homme comme femme, ils doivent uriner assis. Pourquoi? Pour éviter les projections de produits. D'accord, et puis même éventuellement des malaises qui peuvent survenir en cas de douleur. Tout à fait. Éviter qu'ils chutent. Oui, il faut bien dire qu'on a pris un mannequin homme aujourd'hui parce que ce sont les plus délicats à sonder compte tenu de l'anatomie, mais évidemment les femmes sont sujettes comme les hommes aux tumeurs de vessie et donc les consignes sont appropriées pour les hommes comme pour les femmes. Et avant qu'il ne reparte, alors, est-ce que tu lui donnes des signes cliniques qui doivent s'alarmer? Quel numéro lui donnes-tu pour qu'il puisse joindre quelqu'un en cas de problème? Est-ce que tu lui dis de faire le 15, le numéro du service, le numéro de son médecin généraliste? Et puis, est-ce que, grande question, il doit mettre de la javel dans ses WC? Donc, je lui donne les signes qu'il doit impérativement repérer, qui peuvent se survenir après l'instillation. Donc, l'hématurie macroscopique, si elle dure plus de 2 jours. Ensuite, s'il a des symptômes d'infection urinaire et de fièvre, là, il faut qu'il s'inquiète. Et en cas de problème, je ne lui dis pas d'appeler le 15, non, je lui donne les coordonnées du service d'urologie dans lequel il est traité. Et après, pour ce qui est de la javel, non, ce n'est pas une recommandation. Il n'y a pas besoin de mettre de la javel dans les toilettes après ces mictions.
Une chose importante à dire, parce que la Javel a pour but de neutraliser la chimiothérapie, mais n'a pas d'intérêt pour le BCG, effectivement. Et effectivement aussi, l'urologue qui fait les instillations reste le chef d'orchestre. Il peut déléguer, éventuellement après, en fonction de son réseau de soins, aux médecins traitants, à d'autres médecins de son hôpital, aux urgentistes, que sais-je. Mais c'est lui qui reste le référent, et donc important que ce soit son numéro qui soit à disposition du patient. Ok, je crois que c'est un point important parce que si on est dans la bonne collaboration avec le personnel infirmier, il faut qu'ils aient un référent dans l'équipe au moins, à savoir à qui s'adresser, parce que quand il y a un souci, on doit pouvoir être joint rapidement. Et c'est un peu de la même nature que des genres de collaboration qu'on peut connaître entre les obstétriciens et les sages-femmes. Et bien là, c'est l'infirmière et l'urologue qui entourent le patient. C'est un geste de pratique dont on ne doit pas avoir peur, mais dont on doit bien connaître les éléments. Merci pour toutes ces précisions. Il faut remercier la société Laerdal Médical qui nous a prêté le mannequin aujourd'hui parce que ni Yann ni moi n'avons souhaité être sondés en direct et donc c'est la raison pour laquelle on tenait à les remercier pour la fin de cet atelier et merci Emmanuel de nous avoir montré tous les points de détail techniques pour la réalisation de ces installations.